Alors maintenant, on accueille quelqu'un qui est connu, archi connu, voilà, qui a multiples casquettes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi pour aujourd'hui. Je parle d'Alain Boulogne. Pendant 20 ans, il a été directeur de l'Office du tourisme, les Carreaux d'Arrache, Léger, Val Fréjus, Morzine-Avorien. Ça, c'était le côté directeur d'hôtel. Ensuite, il a été maire d'Égée jusqu'en 2008. Ensuite, il a été directeur de la mission MITRA, c'est la mission d'ingénierie du tourisme de la région Rhône-Alpes. Et actuellement, il est président de la CIPRA, vous aimez bien les rats, hein, les IRA, qui est donc la Commission internationale pour la protection des Alpes. Donc Alain a effectivement un profil tout à fait intéressant puisque on parle souvent du millefeuille français. Alors pour les Suisses, le millefeuille c'est peut-être un gâteau, mais c'est aussi toutes les strates qu'on a ici en France. On a fait cette étude avec Christophe en l'occurrence dans le cadre de l'Interreg. Et on se rend compte qu'en Suisse, il y a quand même beaucoup moins de strates administratives qu'en France. En France, on a la commune, on a l'intercommunalité, on a le département, on a la région, on a l'État. Donc on a un millefeuille en couche très important. Et je pense qu'Alain est vraiment quelqu'un de très très bien placé pour parler donc de tous ces problèmes de millefeuille et surtout de développement d'une stratégie au sein d'un territoire. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que vous m'avez demandé ce matin de réfléchir sur la place de l'Office du tourisme dans le développement d'un territoire. Et on voit bien qu'entre la Suisse et la France, on n'est pas exactement au même niveau, donc c'est intéressant peut-être de faire un parallèle et à chaque fois qu'on est sur un problème franco-français, de le spécifier. Tout d'abord, je voudrais lever deux préambules. Le premier, c'est de dire qu'en France, compte tenu de l'évolution des lois qui nous arrivent dessus, qui sont déjà en cours depuis longtemps, mais qui vont aller en s'accélérant, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner uniquement à l'échelle d'une station supportée par un village, la plupart du temps de moins de 1000 habitants. L'évolution juridique en France fait que de toute façon, quand on va parler d'un territoire touristique aujourd'hui et demain, on sera de plus en plus sur un espace valléen qui va intégrer l'amont et l'aval. Or, on sait tous qui habitons en montagne aujourd'hui, en montagne touristique, qu'intégrer l'aval, ça ne fait pas forcément plaisir. Il faut commencer, ou il faut absolument réfléchir à cette logique amont-aval. Tout simplement parce que, et là je le dis en tant qu'ancien maire, on voit bien qu'on a, nous, stations en altitude, beaucoup pesé sur la vallée. La plupart du temps, on va puiser l'eau en bas, on fait passer les voitures dans le village, on renvoie les ordures ménagères et les eaux usées en bas dans la vallée, et la vallée, la plupart du temps, voit que les voitures passer, et aucune retombée économique ou très peu de retombées économiques par rapport à ce qui est généré par le tourisme en altitude. Et donc là, ça nous oblige tous à réfléchir à ce que c'est qu'un véritable, ou quel est le périmètre d'un territoire touristique du futur. Ça, c'est le premier préalable. Et de toute façon, la loi fait qu'on n'aura pas le choix. Donc autant commencer à réfléchir là-dessus. Le deuxième préambule, c'est qu'il y a probablement dans le titre une confusion entre optimisation économique et développement économique. Un développement économique, c'est un mot qui suppose que le site touristique n'a pas trouvé son point d'équilibre. Et qu'à partir du moment où on n'est pas en point d'équilibre, eh ben on continue à aller de l'avant, en particulier à construire de nouveaux lits, à bétonner des résidences de tourisme, à construire des nouvelles pistes, à construire des nouvelles remontées mécaniques, puisqu'on n'a pas trouvé ce point d'équilibre. C'est pour ça que moi je préfère aujourd'hui, mais c'est une ambiguïté fondamentale dans le rapport entre l'Office du tourisme et la mairie, je préfère largement le terme d'optimisation touristique. Parce que du coup, ça sous-entend que, ça veut dire que l'organisation touristique, elle a à prendre en compte 17 semaines en hiver, les 17 semaines où on est censé avoir de la neige. Donc tant qu'on a de la neige, on a un véritable prétexte à séjour en hiver. Et que la vraie question qui se pose, c'est est-ce que nos 17 semaines sont optimisées et est-ce que,
en France encore, on n'a pas tout orienté sur ce qu'on appelle les pics de fréquentation en Suisse, où on concentre tout sur les 2 semaines de Noël et jour de l'an et les 3 semaines de février. Alors que l'objectif, c'est bien de remplir les 17 semaines où on a le prétexte de la neige à remplissage. En été, de la même manière, on peut considérer qu'on a une bonne dizaine de semaines à remplir et qu'il faut vraiment avoir une stratégie pour cette saison d'été. Et puis aujourd'hui, on voit arriver ce qu'on appelle les petites vacances scolaires, qui sont complètement abandonnées aujourd'hui dans la logique touristique, et je pense en particulier à la Toussaint. Alors c'est pas facile, c'est pas simple à organiser, mais n'empêche que là, il y a des opportunités qui ne sont pas beaucoup saisies. On a évidemment la mixité des clientèles, et on ne peut pas se contenter toutes les stations de dire on choisit le haut de gamme, parce que derrière, ça veut dire qu'il n'y a plus de renouvellement de génération. Et puis bien sûr, peut-être un des problèmes principaux dans l'optimisation économique, c'est de stabiliser, au moins stabiliser, je ne dis pas augmenter, mais déjà arriver à stabiliser les lits chauds. Alors qu'on sait que le gros problème du tourisme d'une manière générale, c'est effectivement qu'un lit peut démarrer chaud, mais que de toute façon la tendance absolument générale, c'est que ce lit se refroidit au fil du temps. Et que c'est donc un effort terrible pour arriver à maintenir ces lits les plus chauds possibles. Ce qui veut dire qu'en fait, et ça c'est peut-être une nouveauté dans la formulation, ça veut dire qu'aujourd'hui il faut envisager le développement en partant des finalités. C'est-à-dire que jusqu'à présent on a dit il faut se développer, il faut du développement. Mais en fait, quelle est la finalité, à quel but on veut arriver? Et à partir de ce moment-là, on se met les moyens en face. On part de la fin pour remonter toute la chaîne. C'est une manière de raisonner un petit peu nouvelle. En matière d'énergie en particulier, sur l'ensemble de l'Europe, je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à partir de ce dont nous avons absolument besoin pour effectivement voir ce qu'il faut produire effectivement, et peut-être qu'on surproduit aujourd'hui. Et en particulier en faisant comme ça, j'ai cité 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, mais ces 2 exemples-là sont permanents partout. Il faut absolument clarifier si la vocation du territoire touristique, c'est de vivre effectivement du tourisme, donc en optimisant les remplissages des 17 semaines d'hiver et 10 semaines d'été, ou bien si par exemple on considère qu'on continue à vivre de l'immobilier. C'est quand même des questions qui sont fondamentales et qui fait que la stratégie derrière ne sera pas du tout la même. De la même manière, pour un certain nombre de sites qui sont à proximité de grandes villes, aujourd'hui, la tentation, il n'y a d'ailleurs pas de jugement de valeur là-dedans, c'est de dire est-ce que je suis un territoire qui peut vivre de la rurbanité, donc faire en sorte de devenir territoire dortoir pour des gens qui vont travailler à la ville tous les jours, ou est-ce que je vis véritablement du tourisme? Et il est évident que la stratégie derrière, le projet sera radicalement différent. Et c'est vrai que souvent, on ne clarifie pas en amont cette finalité. Alors, je passe rapidement, puisque notre collègue suisse l'a déjà évoqué, sur les missions de l'Office du tourisme. J'insiste simplement sur la commercialisation dans les périodes creuses. Je crois qu'aujourd'hui en France, on a effectivement, les offices du tourisme ont effectivement une grosse mission de commercialisation, mais là aussi avec une confusion, de dire bon finalement j'ai une centrale de réservation et ça me permet effectivement de faire tel score. Mais si ce score est réalisé sur les 2 semaines de Noël et les 3 semaines de février, est-ce que c'est ça qui est demandé à la centrale de réservation? Est-ce que l'objectif, c'est pas justement, même s'il fait un chiffre d'affaires inférieur, est-ce que l'objectif, c'est pas se concentrer sur les 3 semaines de février qui sont effectivement très difficiles à remplir et sur les 3 semaines du mois de mars qui sont difficiles à remplir? De la même manière, sur les 15 premiers jours de juillet et sur la sortie du mois d'août. Et là, évidemment, ça s'appelle pareil, ça s'appelle une centrale de réservation, mais l'objectif de la centrale de réservation n'est pas le même. Et en plus, il se traduit par un chiffre d'affaires inférieur, ce qui fait que souvent, évidemment, on dit, pour être bien jugé, il faut que je fasse du chiffre. Pour faire du chiffre, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je me dépêche de remplir les lits du mois de février. Mais surtout, peut-être, et là, il faut insister sur le fait qu'il y a aussi là une ambiguïté dans la représentation que l'Office du tourisme est censé faire des clients.
à la fois l'Office du tourisme est financé par la mairie et par les partenaires de la station, mais en même temps, c'est finalement le seul qui représente l'intérêt des clients. Et en face, le directeur de l'Office du tourisme a autour de lui, et souvent majoritairement en nombre, des gens qui représentent ce que j'appelle moi le raisonnement producteur, qui représentent leur propre intérêt. Et qu'entre la demande, les attentes des clientèles et le raisonnement producteur classique qu'on rencontre en station, eh ben, il y a quand même des sacrées différences. Et là aussi, ça mérite d'être vraiment étudié en profondeur. Parce que souvent, on a tendance à dire, ben, on est 20 autour de la table, il y en a un qui représente l'intérêt des clients et on est 19 à représenter nos intérêts, eh ben, c'est la loi du nombre qui l'emporte. Je m'appesantis un tout petit peu plus sur les missions du maire, parce que c'est intéressant que chaque partie comprenne bien dans quel état d'esprit on se trouve. Le maire, il est assailli de missions, il y en a qui sont classiques, il y en a une, la deuxième c'est la sécurité. Je me permets d'insister un tout petit peu dessus, parce que aujourd'hui, la loi française rend le maire responsable de tout ce qui se passe sur son territoire. Et je peux vous dire que quand vous relisez les attributions du maire en matière de sécurité, il y a de quoi pas dormir quand vous êtes maire d'un territoire de montagne. Il y a de quoi parfois passer des sacrées nuits blanches, et qui fait qu'on est vraiment extrêmement préoccupé par ces problèmes de sécurité. Et moi, sur ma station, j'imaginais pas à quel point on se trouve confronté à des problèmes, y compris mortels, dans lequel le maire se retrouve impliqué à un niveau ou à un autre. Et ça, je peux vous dire que ça ne vous laisse pas une minute de libre pendant toute la durée du mandat. Et ce qui fait que des fois, on peut apparaître, enfin le maire peut apparaître par rapport à ses administrés très préoccupé. Derrière, il y a aussi toute la gestion de l'urbanisme et la signature des permis de construire. Il y a toute l'économie locale à organiser. Le maire est évidemment pris dans ce que j'appelle l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il n'a pas une minute à lui et il y a toujours en montagne toujours un problème à régler immédiatement, que ce soit un problème de flux d'eau, que ce soit un problème de déneigement, mais il est aussi en charge du long terme. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. En charge du long terme, alors que lui-même a un mandat, a été élu pour être responsable de la collectivité pour une durée extrêmement limitée de 6 ans. Et on demande au maire à la fois d'être dans l'immédiateté et à la fois dans la projection à très long terme. Je rappelle quand même que quand un maire signe un permis de construire pour un canot à neige, c'est une durée de vie de 15 ans, pour une remontée mécanique, c'est une durée de vie de 30 ans, mais pour du béton, c'est une durée de vie de 250 ans. Ça mérite une vraie projection dans l'avenir, de dire qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec ma signature de mon territoire qui va rester pendant des siècles et des siècles. Voilà, et puis, et c'est pas tout, c'est le dernier point que j'ai mis, c'est que le maire aujourd'hui, de par la loi montagne de 1985, se retrouve en France en charge du tourisme. Bon. Et alors, ce qui se passe, c'est que très souvent, cette nouvelle mission de par la loi montagne, et là je le dis en tant qu'ancien maire, n'est pas bien comprise. C'est-à-dire que le maire se dit, bon, voyons voir, j'ai un office du tourisme, j'ai des gens qui s'en occupent, j'ai un conseil d'administration de l'office du tourisme, donc moi, je n'ai pas à m'en mêler. Et là, il est complètement en retrait. Et c'est pas bien. Ou bien, il se dit, oui, j'ai encore cette mission-là, il faut que je ne peux pas déléguer ma confiance, donc il faut que je m'occupe de tout. Et c'est pas bien. Et c'est évident que la juste mesure entre le trop et le trop peu n'est pas facile à trouver. Et pourtant, c'est ça qui est demandé au maire aujourd'hui, de par la loi montagne de 1985. Donc, on n'a pas d'autre solution que de dire, pour que ça fonctionne bien, pour que ça carbure bien, alors que rien n'est posé, rien n'est écrit, c'est simplement quand on trouve le binôme élu-technicien qui s'entendent bien, qu'on arrive à faire émerger un projet de territoire. Si le technicien est tout seul et qu'il n'y a pas de volonté politique de l'autre côté, le technicien tout seul ne pourra jamais monter un projet de territoire. Et de l'autre côté, si le maire a son projet dans la tête et qu'il ne trouve pas les relais opérationnels pour poser ce projet, ça n'aboutira non plus jamais. J'ai mis élu au pluriel. Parce que, bien sûr, ça a été souligné
par notre collègue suisse, le technicien en charge du tourisme a comme référent plusieurs élus. Le maire, évidemment, de par la loi montagne, mais aussi le président et son comité directeur d'office du tourisme. Et là, ça devient effectivement beaucoup plus compliqué. C'est là où le rôle du directeur de l'office du tourisme se retrouve très souvent sur la glace. Parce que à qui je dois rendre finalement des comptes et de qui je dépends? Est-ce que je dépends du maire qui par la loi a ses fonctions, ou est-ce que je dépends directement et uniquement de mon comité directeur? On suppose qu'on avance bien et qu'on arrive à avoir un bon binôme directeur opérationnel avec élus. Et donc, moi je suggère et je préconise vraiment très fortement que le projet de territoire doit être écrit, et non seulement écrit, mais il doit figurer en très bonne place dans la convention qui lie l'Office du tourisme avec la mairie. Parce que tant qu'on n'a pas d'écrit, il n'y a aucune référence nulle part, on est là encore dans le flou, dans le bleu, on peut imaginer tout et son contraire. Alors qu'en fait, à partir du moment où on pose une base écrite, à travers la convention de l'Office du tourisme, je pense que là, on peut commencer à progresser beaucoup plus clairement sur un... Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des wagons, mais de dire le projet de territoire dans lequel l'Office du tourisme est plus que partie prenante est posé. Alors, j'ai listé quelques facteurs clés de succès, me semble-t-il, qui sont des passages obligatoires. Le premier passage, c'est qu'effectivement, il doit y avoir l'expression écrite et orale d'une volonté politique sur le développement durable et sur le fait qu'aujourd'hui, en 2014, c'est plus un choix à discuter, mais c'est une nécessité. On sait que le mandat qui arrive, 2014 à 2020, verra les dernières chances d'arriver à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça va se passer sur les territoires. On a encore du mal à se le mettre dans la tête. On est tous partie prenante. Et évidemment, l'expression politique doit être très claire là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, la durée de mise en œuvre d'un projet de territoire, ça n'est pas la durée d'un mandat électoral. Donc ça, c'est aussi un vrai piège. Parce que le maire peut dire, oh là, mais moi je suis là pour 6 ans, après moi, il arrivera ce qu'il arrivera. Non, on ne peut pas se contenter d'un raisonnement comme celui-là. On est obligé de dire, aujourd'hui, le projet de territoire, il est fondamental et il est pour le long terme. Donc il doit intégrer toutes ces contraintes. Et la seule solution, me semble-t-il aujourd'hui, après réflexion, c'est de faire en sorte que, même si le maire est impulseur du projet, c'est la population locale qui doit absolument s'emparer de ce projet. Ça a l'avantage à la fois de recréer du lien social dans nos villages, mais surtout de faire en sorte que même le maire passer à autre chose, à un nouveau maire arrivant, il va trouver effectivement un matelas de raisonnement qu'il ne pourra pas balayer d'un revers de main en disant ça c'est l'ancien maire, hop, moi je pars sur autre chose. Et en plus, si on arrive à faire monter cette volonté de la population locale de dire aujourd'hui on est au XXIe siècle et on doit intégrer toutes les contraintes qui nous arrivent, c'est extrêmement intéressant pour un maire. Autre facteur clé de succès, évidemment, il faut intégrer toutes les contraintes dont nous avons connaissance aujourd'hui. Il y en a encore probablement qu'on ne connaît pas, mais celles qu'on connaît, on ne peut pas faire comme si on ne les connaissait pas. On est dans une planète finie qui ne pourra pas se renouveler. On est obligé d'être extrêmement économe sur l'énergie. On a évidemment la montée d'une concurrence importante sur l'ensemble de la planète. On sait qu'en Europe, on sera les premiers à plus avoir d'énergie. À partir de là, ça remet en cause complètement notre activité économique. Si les clients ne peuvent plus accéder à nos sites touristiques, ça va devenir sérieusement questionnant. Donc, comment nos clients arrivent-ils chez nous? Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer de se prémunir?
autant qu'on peut le faire, de cette raréfaction de l'énergie. Il y a le changement climatique, j'en passe et des meilleurs, vous avez tout ça en tête aujourd'hui, hélas. Après, un autre point qui est complètement intégré au projet de territoire, c'est effectivement de dire, est-ce que je suis à mon point d'équilibre? Le point d'équilibre, ça veut dire, est-ce que ma société de remontée mécanique est déficitaire ou est-ce qu'elle est en capacité de renouveler, de faire l'amortissement, de renouveler les anciens appareils de remontée. Et si ma société de remontée mécanique est en équilibre, si mes commerçants sont en équilibre, si mon activité d'été est en équilibre, est-ce que dans ces conditions-là, je dois continuer à grandir? Parce que la vraie question en France aujourd'hui, elle n'est toujours pas solutionnée. Il y a une tentative de solution en Suisse, mais nous ne l'avons pas nous aujourd'hui. Et cette question-là, elle n'est pas suffisamment posée. À partir du moment où on est dans une structure, où on a établi une structure qui a trouvé son équilibre économique, son équilibre social et son équilibre écologique, est-ce qu'il faut continuer à grandir? Alors qu'on a tellement de menaces par ailleurs. Un autre point, oui, j'ai presque fini, un autre point, j'insiste sur l'information. Ça, c'est un vrai piège. Avoir l'information, c'est pas avoir le pouvoir. Tant qu'on est sur cet imaginaire-là, on est complètement à côté de la plaque. L'information, elle doit circuler. C'est pas un objet de pouvoir, c'est un objet de progression. Je fais très vite. Encore 2 minutes sur les facteurs clés de succès, et après j'en ai terminé. J'aime bien l'effet waouh. Quand on a la prétention de vivre du tourisme, c'est tous les matins, il faut que votre territoire, à des gens qui ne le connaissent pas, qui arrivent, se disent « Waouh, c'est là que j'ai envie de venir en vacances ». Et on passe notre temps à abîmer cet effet waouh. Et je pense, moi, que une des clés de succès du tourisme du futur, c'est justement d'être extrêmement attentif à cet effet waouh. Il ne faut rien abîmer du territoire, et surtout pas les paysages. Communiquer par la preuve, aujourd'hui, nos clients sont au courant de tout. Dès qu'on a une campagne marketing qui leur raconte autre chose que la vérité, ça dérape. Donc, la seule solution qui nous reste en termes de communication, c'est de mettre des capteurs sur tous les secteurs où l'on veut communiquer, pour montrer que c'est vrai, que c'est pas une histoire qu'on raconte. Il y a la preuve comme quoi on protège le territoire, comme quoi on protège l'eau, comme quoi on protège le paysage. Modifier la manière de compter les résultats. En France, ça, alors là, on a toujours beaucoup de mal. La meilleure station, c'est toujours la station qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Et moi, je dis, aujourd'hui, on doit apprendre à faire des rapports entre chiffre d'affaires avec nombre de lits à remplir. Parce que mesurer un volume, ça ne présente plus aucun intérêt dans cette manière de compter. La nouvelle manière de compter, c'est de dire j'ai tant de lits à remplir, ça peut être 10 000, ça peut être 5 000, ça peut être 2005 comme en Autriche, et avec 2500 lits à remplir, eh ben, je fais tel résultat. Et là, c'est un vrai rapport au lit, c'est un vrai rapport chiffre d'affaires sur lit. Et là, c'est une vraie performance. Enfin, et j'en ai fini, ben, dans le fond, tout ça, ça consiste avec la population locale, à se mettre autour de la table et à définir ce qu'est le véritable intérêt supérieur.